Bonjour à tous, ici Brasier, nous nous retrouvons sur Terra Invicta. Ça va être une vidéo un petit peu spéciale puisque ce sera un tuto de comment bien choisir ses conseillers. Donc dans Terra Invicta, on peut avoir jusqu'à 6 conseillers, les 4 sont disponibles initialement, et puis ensuite on peut en avoir 2 autres en fonction de projets spéciaux, cellules clandestines et opérations secrètes que l'on va devoir développer. Les 2 derniers slots, qui sont en bas à droite, sont des slots qui sont réservés pour des traîtres que l'on va avoir dans les factions ennemies, que l'on va devoir tout simplement convaincre de nous rejoindre. On ne pourra pas les contrôler directement, par contre ils vont nous donner des informations sur les factions ennemies. Le recrutement, il passe par une pool avec un certain nombre de conseillers qui sont disponibles d'entrée de jeu. La plupart sont générés aléatoirement, sauf par exemple Valérie Kendrick, qui est une figure qui revient régulièrement. Ils coûtent de l'influence donc pour les engager. Ils ont forcément une nationalité, ils ont un âge et ils ont un métier. Et ça définit déjà beaucoup de choses. En termes de nationalité, on va plutôt viser d'avoir au moins un Américain, un Chinois et un Indien, parce que c'est des superpuissances que l'on va essayer de prendre assez rapidement dans le jeu, et donc avoir des gens qui viennent de ces pays-là, généralement ça peut être une aide. On va chercher des conseillers qui ont moins de 40 ans. Le jeu va durer entre 40 et 50 ans maximum, si on se débrouille bien. Donc quelqu'un qui a déjà 40 ans en début de jeu, ça veut dire qu'en fin de partie il aura 90 ans. Il y a de fortes chances qu'il décède, et qu'il décède avec toutes les caractéristiques, toute l'expérience qu'il a accumulée. Ça peut vraiment nous mettre mal en fin de partie. Donc on va essayer d'avoir quelqu'un au contraire d'assez jeune. On va tout de suite refuser des personnalités qui auraient entre 50 et 60 ans, sauf évidemment si c'est du one shot, sauf si vous allez les garder pendant quelques tours et puis ensuite on va s'en débarrasser. Les différents conseillers ont des attributs, c'est leurs statistiques. Ce serait un petit peu la force ou l'intelligence dans un RPG. Dans Terra Invicta, ça va être à la persuasion, donc l'habilité à convaincre. On va avoir l'investigation, donc la capacité à faire des enquêtes. L'espionnage, donc c'est la capacité à se planquer d'une part, et puis ensuite à faire des actions un peu subversives, qui vont de purger un pays, enfin purger un point de contrôle dans un pays, à assassiner un ennemi. On va avoir des points de commandement qui sont en fait l'aspect militaire. Ça permet de faire des opérations spéciales, de déstabiliser un pays ou un coup d'état. On va avoir une stat d'administration qui permet de gérer des organisations, des entreprises. C'est une stat qui est très très importante. C'est là-dessus qu'il va falloir investir au début de toute notre expérience. Elle est vraiment vraiment importante. C'est la seule qui l'est. Si j'ai un conseiller qui est spécialisé en persuasion, j'investis tout dans l'administration. Si j'ai un conseiller qui est spécialisé dans l'espionnage, j'investis tout ce que je peux dans l'administration. Parce que plus d'administration, c'est plus de société, c'est plus de bonus pour lui et pour toute la faction. Chacun de nos conseillers, ils ont des traits de personnalité qui sont à gauche, ou des traits qui sont liés, on va dire, un petit peu à leur passé. Il y en a quelques-uns qui vont être très très intéressants. Premièrement, les traits gouvernementaux. Gouvernementaux, ça permet d'accéder à des sociétés ou des organisations qui sont liées à un gouvernement, type la CIA ou la NSA, ou le KGB par exemple. On va avoir un trait un petit peu contraire, je ne suis pas sûr qu'on l'ait là. Si, le trait criminel. Alors lui, ça empêche d'avoir des organisations gouvernementales, par contre ça permet d'avoir accès à des mafias. Ça peut être également très intéressant. Il y a un trait de personnalité que l'on va essayer d'éviter à tout prix. Et je ne vais pas le retrouver, on va pas l'avoir. Le trait, c'est en anglais, c'est Pollyanna. Et en français, c'est optimiste impérissable, je crois. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est que nos traits de caractère, ils vont de 0 à 25. 25, c'est vraiment le max. Par
Parmi les traits, on a une loyauté qui est apparente, c'est une loyauté qui est factice, c'est pas la vraie loyauté. Il y a une statistique qui est cachée, qui peut être découverte d'ailleurs. Pour les optimistes impérissables, la loyauté apparente, elle est toujours à 25. Mais d'expérience, généralement, la vraie loyauté, elle est toujours à 1 ou 2, ou en tout cas le plus souvent à 1 ou 2, je pense dans 80% des cas. Et en plus de ça, on ne va pas pouvoir la changer chez les optimistes impérissables. Ou en tout cas, j'ai jamais réussi. Peut-être que ça a changé dans la dernière version du jeu. Et donc les optimistes impérissables, généralement, ce sont des traîtres en puissance. C'est vraiment la pire stat, c'est vraiment le pire trait à avoir sur un conseiller. Donc plutôt que d'avoir un conseiller qui est optimiste, n'en prenez pas. On va avoir des traits qui vont au contraire alors soit un petit peu booster, soit augmenter la production de cash ou d'influence. On va avoir des gens qui peuvent être célèbres par exemple. Donc ça c'est un peu compliqué quand vous êtes une célébrité pour vous planquer. À l'inverse, vous avez des hommes de l'ombre. Je pense que Shanju c'est une personne louche. Non, il n'a pas cette particularité. Bon, il y en a qui ont tendance plutôt à se planquer. As de la discrétion, voilà. Un talent inné pour ne pas se faire repérer. Voilà, c'est à peu près tout dans les traits. Bon, il y en a un certain nombre. Il y a des traits qui sont liés à un métier. Par exemple, Antonia Gaviria, elle est astronaute, mais elle est également ingénieure en génie aérospatial. Donc ça donne des bonus sur les investissements qui ont trait à l'espace. Un trait très intéressant, c'est apprenant rapide. À chaque fois que nos héros vont faire des missions, ils vont gagner de l'expérience. L'expérience va être dépensée donc dans les différentes statistiques. Apprenant rapide, c'est quelqu'un qui va avoir besoin de moins d'expérience pour gagner en compétences. Et donc, ça va faire des héros qui sont très forts très rapidement. Inversement, si on a des gens qui sont plutôt inflexibles ou, j'ai envie de dire, un peu stupides, voilà, lui il est inflexible, je vais pas le prendre, parce que ça va faire un héros qui va monter très lentement en compétences, et ça va être en ma défaveur. Dans les missions, alors plutôt dans les types, d'abord dans les types, on va chercher à avoir parmi nos conseillers au moins 2 conseillers qui sont forts en persuasion, au moins un qui est très fort en investigation, un qui est fort en espionnage, voire 2 idéalement, donc ça fait déjà 5, et un 6e qui sera fort en commandement. Celui qui est fort en commandement, ça peut être le 5e ou le 6e conseiller, c'est pas trop grave. Par contre, initialement, il faut vraiment avoir des conseillers qui sont forts en persuasion et idéalement un qui est fort en espionnage. Voilà, globalement, c'est un peu le starter pack, j'ai envie de dire, des conseillers. Ceux qui sont forts en persuasion, on va chercher des missions bien particulières. Alors, chacun de nos conseillers, donc, il peut faire une liste de missions qui sont à droite, qui sont disponibles par défaut, qui sont liées à leur métier et puis à leur trait de caractère. On va pouvoir ajouter certaines missions avec des organisations, c'est-à-dire que si par exemple j'avais un diplomate qui n'est pas capable de persuader le public du bien fondé de notre idéologie, peut-être que je pourrais acheter une société de com qui va me donner cette mission. Donc les personnalités qui vont être spécialisées dans la persuasion, on va chercher les missions suivantes. Contrôle de nation, très important, surtout en début de jeu. On va chercher également campagne publique, deuxième mission très importante. Je pense que la moitié des missions qu'on va faire dans le jeu, ça va être des campagnes publiques. Peut-être pas la moitié, mais au moins un bon tiers. Idéalement, il faut qu'elle ait allégeance. Allégeance, on en a besoin pour 2 conseillers qui sont forts en persuasion. L'idée, c'est que la mission d'allégeance va permettre d'augmenter la loyauté réelle de
de nos conseillers. Et donc évidemment vous ne pouvez pas améliorer vous-même votre propre allégeance, ce serait trop facile, donc vous avez besoin d'un deuxième conseiller qui de façon à ce qu'ils augmentent leur loyauté, enfin chacun la leur, quoi. Enfin de manière croisée. Donc ça c'est un petit peu ce qu'on va essayer de rechercher, et puis idéalement si on a une mission, en anglais c'est Turn Counselor, en français ça pourrait être ralliement de conseiller, voilà, donc c'est un bonhomme avec une espèce de petite flèche rouge, ça va permettre de transformer un conseiller ennemi en taupe, ce qui est toujours très très utile pour infiltrer une faction ennemie. Donc c'est un petit peu ce qu'on va chercher en persuasion. En investigation, il y a moins de missions à rechercher. On va chercher enquêter sur un conseiller et détenir un conseiller. Voilà, globalement c'est à peu près ce qu'on va vouloir. Et puis on va vouloir crackdown, ou en français ça va être répression. L'idée c'est que c'est un... Alors ces trois missions elles sont assez différentes. Répression, ça va nous permettre d'affaiblir le point de contrôle d'une faction ennemie sur un pays. Donc c'est essentiel. Enquêter sur un conseiller, ça permet de détenir, de récupérer des informations, soit sur un conseiller ennemi, dans le but d'infiltrer la faction à terme ou d'essayer de le tuer, soit d'enquêter sur un conseiller ami, donc dans notre faction, pour connaître sa loyauté réelle. Et puis on va chercher détenir un conseiller pour mettre en prison, alors soit un conseiller ennemi, mais ça va également être nécessaire pour capturer un alien. C'est essentiel pour avancer dans le jeu. D'accord, donc si vous ne l'avez pas, soit il va falloir avoir une société qui va vous donner cette mission-là, mais vérifiez bien que celui qui sera spécialisé en investigation, il n'a pas un trait qui interdit cette mission. D'accord, donc des fois il y a des missions qui sont soit attribuées, soit il y a des missions interdites. Je pense... Est-ce que je vais en trouver un? Voilà, éthique par exemple, ça empêche un conseiller de réaliser des assassinats, même si on lui avait attribué une société qui permet les assassinats. D'accord, donc ça c'est vraiment crucial de faire attention. C'est vraiment crucial. Un conseiller qui est spécialisé en espionnage. Alors on va vouloir deux choses. On va vouloir purge. Purge c'est essentiel. Ça permet de prendre le contrôle d'un pays qui aurait déjà été sous le contrôle d'une autre faction. Et puis on va chercher assassinat. D'accord, tout simplement pour assassiner des conseillers ennemis ou des aliens. Et puis les autres missions, disons que c'est du bonus. Si vous les avez, tant mieux. Si vous les avez pas, bon, c'est pas très grave. Il y aura certainement une société pour vous les accorder. Vol de projet, ça permet de voler un projet à une faction ennemie. Et puis on va avoir du sabotage que j'utilise quasiment jamais. Quoique sabotage de projet, ça peut être intéressant pour ralentir une faction ennemie. Commandement, l'objectif, ça va être d'avoir une mission qui est attaque de la cible extraterrestre. Donc, généralement, ceux qui sont forts en commandement, c'est plutôt des militaires ou des commandos. Et une manière un petit peu annexe, ils vont avoir des missions de stabilisation de la nation qui peut être intéressante. Et puis ensuite, on va avoir augmentation de l'agitation ou des coups d'état. Et ça, c'est vraiment des missions, c'est bonus. Mais les deux qui sont importantes, c'est stabilisation de la nation et attaque de la cible extraterrestre. Voilà. Et en point d'administration, il n'y a pas tellement de missions intéressantes, à part peut-être une qui est prise de contrôle hostile, qui va permettre de voler des sociétés à des factions ennemies. Donc, globalement, en fait, c'est vous arrivez, vous virez le PDG, vous virez le conseil d'administration et vous récupérez la société à votre compte. Donc ça peut être utile ou éventuellement ça peut être un peu marrant d'affaiblir une faction ennemie de cette manière. Et puis ensuite on va avoir certaines missions qui ne sont pas liées à notre au métier ou aux stats.
Donc c'est les missions qui vont être dans la partie facile là ou ordinaire. Il y en a 2 qui nous intéressent. Premièrement, il y a cachette terrestre, tout simplement parce que dans Terra Invita, le mieux pour les conseillers, c'est de ne pas se faire repérer. Donc cachette terrestre, c'est important. La plupart des autres sont généralement attribués de base, sauf dans des cas assez particuliers. Et puis par contre, il y en a une qui va être très importante, c'est la défense des intérêts. Il faut que vous ayez au moins un conseiller qui ait cette mission. Alors pas tout à fait en entrée de jeu, mais assez rapidement quand même. Et à long terme, si vous pouvez avoir un deuxième conseiller qui a cette mission, c'est génial. Voilà. La gestion des organisations. Alors, je vais y revenir. On peut avoir des sociétés qui sont attribuées aux différents conseillers, qui coûtent du pognon ou de l'influence. Il faut les acheter sur une marketplace qui est accessible à toutes les factions. Mais ça va vraiment permettre de booster nos conseillers. Donc là, moi, de ce que j'ai vu, je vais prendre Antonia Gaviria pour 2 raisons. Premièrement, elle a contrôle de nation, campagne publique, allégeance. Elle est faible en persuasion pour l'instant. L'idéal, ça aurait été 7-8. Mais, elle a 2 traits intéressants. Premièrement, elle est américaine. Elle est américaine et elle a des liens familiaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand elle va être aux États-Unis, elle va gagner 1 point de persuasion, juste aux States. Donc elle sera à 5. Et puis en plus, ça va être chouchou des médias. Chouchou des médias, ça veut dire que globalement, c'est pas une célébrité, mais presque. C'est un peu une sorte de Thomas Pesquet pour nous, elle est astronaute en plus. Elle va avoir plus 3 de persuasion dans les nations où il y a au moins 6 en démocratie. En gouvernement, d'accord, c'est l'espèce de petite maison blanche là. Et les États-Unis de base sont ce type de nation. C'est une démocratie imparfaite, mais ça reste une démocratie. Et donc aux États-Unis, elle va avoir 8 points de persuasion, ce qui, pour commencer, en fait, est très très bien. En plus de ça, elle est spécialiste, donc de base elle a 1 point de persuasion. Est-ce qu'on a le détail ici? Pas du tout. Elle apprend rapidement, ce qui est très bien. Elle est ingénieure en génie aérospatial, donc ça peut être utile, mais c'est un peu annexe. Elle est honnête, donc ça veut dire que sa loyauté apparente, c'est sa vraie loyauté. 10, c'est pas fou, mais ça va en début de jeu. Par contre, elle est exigeante et réticente, donc ça c'est des points un peu négatifs, mais heureusement que l'on va pouvoir supprimer avec de l'expérience. Et puis elle est déjà membre du gouvernement, ce qui va nous permettre d'accéder à des organisations type... évidemment, ça pourrait être la NASA ou la CIA. C'est généralement des sociétés assez coûteuses, donc on verra. Mais c'est toujours bien d'avoir gouvernement dans la poche. Donc je la recrute, ça me coûte 30 d'influence, j'en ai 110 en début de jeu. Donc, très bien. Je vais recruter au moins un deuxième conseiller. Alors voyons voir, elle est juge, mais elle serait forte surtout en investigation. Elle commence à 5, donc c'est moyen. Là j'ai une activiste égyptienne, si je dis pas de bêtises. Elle a le bon âge, elle a toutes les missions qu'il faut, elle est forte en persuasion. Elle est martyr. Martyr, ça veut dire que si jamais elle meurt, si elle est assassinée, l'opinion publique va basculer un petit peu dans mon camp. Généralement, ça peut pousser les factions ennemies à ne pas essayer de la tuer, si les factions ennemies sont pas trop stupides. C'est pas toujours le cas. Par contre, elle est adversaire de l'État, donc si elle va en Égypte, elle risque de finir en prison. Heureusement, l'Égypte, ça va pas être ma cible immédiatement. Elle est guide d'opinion, bon pourquoi pas. Elle est fanatique, c'est bien, c'est-à-dire qu'elle est très très loyale. Enfin, en tout cas, elle est plus loyale qu'un conseiller de base. Elle est qu'à 14. Par contre, elle est imprudente, donc
ça veut dire qu'elle va se faire repérer facilement ou qu'elle elle gère pas très bien sa propre sécurité, surtout dans les nations où il y a au moins 4 de violence. Elle est quand même très intéressante, donc je me la réserve. On a un diplomate indien, mais il est trop vieux. On a un mania d'Afghanistan. Pareil, un petit peu trop vieux. Un petit peu, et il est célèbre. Célèbre, c'est pas toujours très très bien. Dans le sens où il est facilement détecté. Shanju, il est intermédiaire, donc c'est un fixeur. Ça peut être pas mal. Il a purge, il a assassinat. Shanju, intéressant. Il n'a pas de trait vraiment négatif, c'est un personnage louche, ok, pourquoi pas. Il est chinois, il a un équipage, donc il a une petite équipe de fidèles avec lui, donc des genres de garde du corps. Il est cynique, donc il ne pourra pas faire d'allégeance, de mission d'allégeance, mais ça c'est pas grave. C'est pas grave dans le sens où il n'est pas orienté persuasion. Et puis il est coréas, donc pareil, en termes de sécurité, on est pas mal. Shanju, pas mal. Là j'ai un scientifique, il apprend rapidement, il est indien, il a des liens familiaux, il est jeune, il n'a pas de mission particulièrement intéressante. Par contre il est astronome, ça donne quand même plus 15% de recherche pour les sciences de l'espace, donc ça c'est quand même pas mal du tout. Il est occulte, ok. Je saurais pas trop bien quoi en faire de lui. Je sais pas vraiment quoi en faire de lui. Donc je vais le mettre de côté. Enfin, je vais pas le prendre, je pense. Commando. Donc elle, on a vu qu'elle était bien côté militaire, sauf que les premières missions, ça va pas être des actions militaires. Donc et puis en plus, elle a 51 ans déjà, c'est un peu trop âgé. Puis là, j'ai une célébrité. De manière générale, j'aime pas trop prendre les célébrités. Il est éthique, ça me pose problème. Et puis après, j'ai un baron du crime. Par contre, il coûte cher. Alors, le prix des conseillers dépend de votre faction. Quand vous êtes une faction plutôt orientée science et diplomatie, donc comme la mienne, les activistes, les diplomates et les scientifiques coûtent pas cher. Par contre, les criminels ont tendance au contraire à coûter beaucoup plus cher. Dans une faction qui serait plus extrémiste, disons ceux par exemple qui servent les aliens, je pense que peut-être les militaires seraient moins chers, et en tout cas les évangélistes seraient également très rentables. Bon, moi je pense que je vais prendre... je vais la prendre elle, Al-Bishi, Raoula, je pense que c'est Raoula Al-Bishi. Pour l'instant, elle coûte pas cher du tout. Elle coûte pas cher, et je pense que le tour suivant, j'aurai juste assez d'influence pour acheter Shanju. Ok, je la prends elle. On peut personnaliser également les conseillers, donc je changerai leur tête juste après. Mais on va faire un petit point sur les organisations. Les organisations, il y a une marketplace, donc qui est accessible à toutes les factions, avec des organisations donc, qui vont coûter soit de l'influence, soit de l'argent, ou des fois un peu des deux. Ces organisations, elles permettent d'avoir un certain nombre de bonus. Soit ça va être des bonus sur les investissements dans les différents pays. Ça peut être des bonus sur la génération de ressources. Ça peut être également donc de la génération de cash par exemple. Et ça peut être des bonus sur la production, sur les stats d'un conseiller. Et donc ça va être super important parce qu'à chaque fois que vous investissez un point d'administration, vous allez pouvoir avoir une entreprise de rang 1. Le rang, c'est l'espèce de petite étoile là. Et donc avec un point d'administration, par exemple, si j'achetais celle-là, je pourrais avoir d'un seul coup
plus 1 point en investigation, 1 point en espionnage et 1 point en sécurité. Donc avec 20 d'expérience, en réalité, c'est comme si, dans l'administration, c'est comme si j'investissais 60 points d'expérience dans 3 caractéristiques différentes. Et c'est pour ça, en fait, que l'administration, c'est très très fort. Et puis ça permet également pour certaines organisations de... alors on a également un bonus en administration, mais ça peut être un bonus sur la production de fusées ou de mission control. Il y a des technologies particulières dans Terra Invita qui permettent de rendre la marketplace beaucoup plus dynamique. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de sociétés qui vont être générées beaucoup plus souvent. Dernier point sur les organisations, donc on a un rang qui consomme des points d'administration. On a des sociétés, alors malheureusement ici il n'y en a pas, qui pourraient coûter 2 ou 3 d'administration, donc il y aurait 2 ou 3 étoiles. Le maximum que je peux avoir en administration, c'est 25 ici. Donc ça veut dire que je pourrais avoir jusqu'à 25 entreprises de rang 1, sauf que le maximum de sociétés que je peux détenir en parallèle, c'est 15. Alors lui, malheureusement, ça date pas très bien la version française. Donc je peux avoir 15 organisations en parallèle et jusqu'à 25 points consommés. Donc forcément, je vais avoir des organisations de rang 2 et de rang 3 si je veux taper, si je veux consommer mes 25 points d'administration. Voilà, mais pour l'instant j'en ai que 5, donc évidemment on s'en fiche. Ces organisations, je peux les échanger entre les conseillers, je peux les mettre dans une réserve qui est limitée en taille, hein, donc je peux pas tout acheter. Je pense que ça va être 10 organisations maximum. Le fait de la faire passer à un autre conseiller me coûte de l'argent ou de l'influence. Alors c'est pas gratuit, malheureusement, donc je ne peux pas échanger mes organisations comme je le voudrais. Ça reste relativement statique. Je peux voler des organisations aux autres factions et je peux les revendre également. Donc moi, Antonia Gaviria, j'aimerais bien... Alors malheureusement, j'ai pas de société qui est disponible qui augmente la stat de persuasion. Donc l'espèce d'onde radio rouge, hein, d'accord, à ne pas confondre avec l'influence. Par contre, il y a des entreprises qui peuvent être relativement rentables. Alors, au début du jeu, on va plutôt chercher à booster la persuasion, l'espionnage et surtout la génération de cash. Généralement, ce qu'il faut faire, c'est regarder combien ça coûte et combien ça me permet d'obtenir en cash pour les sociétés orientées cash. Généralement, jusqu'à 6 à 8 mois de ROI, donc de mois qu'il faut pour qu'on soit rentable, c'est intéressant. Au-delà, faut commencer à se poser la question. Plus d'un an, faut oublier. Donc là, par exemple, Varasani Prince, elle me coûte 73 et elle me génère 12 de cash. Donc dans 6 mois, je serai rentable. Donc, a priori, c'est plutôt une bonne chose de l'acheter maintenant, surtout que je perds du cash. Donc, je la prends. Par exemple, cette société-là, elle me rapporte pas beaucoup de cash. D'accord ? Il faut plus de 12 mois pour la rentabiliser. Par contre, elle me permet d'avoir de l'investigation et de l'espionnage. Je ne vais pas l'acheter immédiatement, mais très rapidement, dès que j'aurai mon 3e conseiller, qui va être plutôt un espion, je vais lui acheter cette société. Est-ce qu'il y a autre chose qui m'intéresse ? A priori, non. Et peut-être que je lui achèterai même celle-là. J'aurais peut-être pas assez d'argent, mais c'est une option. Ça conclut le tuto sur les conseillers, et puis je vais faire dans quelques instants un second tuto sur la recherche mondiale, et puis on va commencer à jouer avec ce tuto. Je vous remercie d'avoir suivi. À très bientôt, c'était Brasier sur Terra Invita.